cite assez longuement le propos de cet historien, c'est parce qu'il me paraît urgent de rappeler que le génocide des Juifs et des Tziganes a bien eu lieu et que cela doit inciter chacun d'entre nous à être vigilant lorsqu'il recherche des informations sur cette atrocité. Cela doit inciter chacun d'entre nous à privilégier non pas les rumeurs, non pas les théories du complot, non pas les fantasmes, mais les faits. Les faits, ce sont ces 3 élèves, parmi d'autres, dont les noms nous sont parvenus. René Jacob, Boris Brzezinski, Henri Zajdenberger. Ils ont été forcés à porter l'étoile jaune. Le 8 octobre 1942, ils sont rassemblés dans l'ancien conservatoire comme les 422 Juifs de Charente qui ont été raflés ce jour-là. Les faits, c'est qu'ils ont définitivement quitté les rangs du lycée Guès de Balzac. Les faits, c'est que si nous ne leur rendons pas hommage aujourd'hui, ce sera comme s'ils n'avaient jamais existé. Certains ont pris toutes les précautions possibles pour effacer le passage de ces élèves au lycée, pour effacer surtout toute trace de leur action dans ce massacre. La plaque qui va être dévoilée ce matin a été solidement fixée au mur de notre lycée, pour nous rappeler que rien n'effacera de nos mémoires ce qui s'est déroulé dans ces murs, pour nous rappeler que nous devons prendre soin de leur mémoire, pour nous rappeler que nous sommes tous, désormais, porteurs de cette mémoire, pour nous rappeler que cela ne doit plus arriver. Chers élèves, il existe un film sorti en 2016. Il s'intitule « Le procès du siècle » et est adapté d'un roman dans lequel Deborah Lipstadt relate le procès qu'il a opposé en 2000 au négationniste David Irving, qui la met au défi de prouver l'existence du génocide juif. David Irving n'est pas un historien, c'est un écrivain qui écrit des livres sur l'histoire. Regardez ce film et vous comprendrez comment on peut se retrouver manipulé dès lors qu'on ne sait pas précisément ce qui a été fait. Par qui? Où? Quand? Pourquoi? Et surtout à quel prix? Et vous comprendrez combien il importe de vérifier ses sources et surtout de s'abreuver aux bonnes. Les élèves de la section patrimoine, dirigés par messieurs Calvé et Brunet, l'ont bien compris l'an dernier. Je les remercie tous de leur enquête dont les résultats nous réunissent finalement aujourd'hui. Je remercie également M. Gérard Benguigui, président de l'Association des Juifs d'Angoulême et de Charente, et M. Jacques Soquet, président de l'Association des anciens élèves du lycée Guès de Balzac, à l'initiative de cette cérémonie. Je remercie aussi chaleureusement de leur engagement tous les membres de mon équipe qui se sont mobilisés pour faire de ce moment un temps de partage autour de la mémoire de notre établissement. Et pour finir, merci à tous de votre présence. Chers élèves, ce fut un plaisir de vous accompagner dans cette recherche. Une satisfaction de voir combien vous vous êtes investis dans ce travail titanesque qui n'est pas fini. Vous avez posé les jalons d'une enquête que d'autres poursuivront, j'en suis sûr. Pour finir, je tiens à remercier M. Soquet, M. Benguigui, dont les travaux pionniers dans ce domaine ont été primordiaux. Je remercie Mme Nibaudot pour sa confiance et son soutien. Je veux saluer aussi M. Brunet, mes collègues d'histoire-géographie qui ont toujours été attentifs aux évolutions de notre projet et qui sont faisés les relais dans leurs classes respectives. Merci. Jean-Pierre, Natacha ou Samuel, certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu, d'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus, peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des Miradors, la lune se taisait comme vous taisiez. En regardant au loin, en regardant dehors, votre chair était tendre à leur chien policier.
me dites à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que de s'en sécher vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nous aimait qu'au tremblant dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100. Le savoir et l'intelligence, ce qui, en principe, devrait mettre les hommes à l'abri de la barbarie. Mais nous savons désormais qu'il n'en est rien et que nous ne retenons pas les leçons de l'histoire. Sinon, comment une telle ignominie aurait-elle pu être commise par l'Allemagne, pays le plus cultivé d'Europe, du moins à cette époque? Mais ce n'est pas tout. La Charente a été le théâtre de bien d'autres drames au cours de la Seconde Guerre mondiale, et il n'est pas inutile de les rappeler. Arrestation, torture, exécution de nombreux résistants, incarcération des gens du voyage au camp des Alliés, ici même, à Angoulême, jusqu'en mai 1946, soit 2 ans après la libération de la ville. Déportation des républicains espagnols par le convoi dit des 927, premier train de déportés à circuler sur le sol français. Enfin, arrestation et déportation systématique des Juifs, 660, hommes, femmes, enfants, pour notre seul département. Les uns ont été persécutés pour ce qu'ils faisaient. C'est un drôle de cadeau qu'on m'avait offert là. C'est un drôle de cadeau, un passeport étranger. J'ai failli aller loin, là où d'autres sont allés. J'ai failli aller loin et partir en fumée. Je l'ai toujours, ce badge, sur moi, en cas de malheur. Je l'ai toujours, ce badge, gravé au même endroit. Je n'en porte jamais d'autre, bien qu'on ne le voie pas. Je n'en porte jamais d'autre. C'est le seul qui me va. C'est dans cette intention qu'on me l'avait donné. C'est dans cette intention, moi, je l'ai gardé. La chance d'écouter Monsieur Henri Zayonberger. Voilà, à vous. Madame Delphine Libaudot, proviseur du lycée Liès de Balzac. Monsieur Gérard Benguigui, président de l'Association des Juifs d'Angoulême et de Charente. Monsieur Stéphane Calvé, professeur d'histoire du lycée Liès de Balzac. Monsieur Jacques Sauquet, président de l'Association des anciens élèves du lycée Liès de Balzac. Madame Marie Lajuste, préfète de la Charente, messieurs et mesdames les élus des corps constitués, chers élèves, mesdames et messieurs. J'ai 12 ans lorsque j'arrive avec ma famille à Angoulême au début de la guerre, fin 1939. Réfugiés en provenance de Metz, nous nous installons tant bien que mal. Avec l'arrivée des Allemands, la ville se trouve en zone occupée. S'ensuivent les lois anti-juives promulguées par le gouvernement collaborationniste de Pétain. Mon père, de nationalité polonaise, avait eu maille à partir avec l'administration
et avait frôlé l'expulsion avant la guerre, faute d'avoir des papiers en règle. Faisant confiance. Quant à moi, je vais au collège du Jardin Vert dont je ne me souviens pas du nom exact. Je suis frappé par une tacite complicité dont je bénéficie de la part de certains membres du corps enseignant ainsi que de certains de mes camarades de classe. Je ne me souviens plus si je suis allé au-delà de la troisième. J'ai plus ou moins occulté cette période car des événements beaucoup plus graves vont me marquer alors. Il s'agit de la rafle du 8 octobre 1942, rafle identique à celle du Vélodrome d'hiver de Paris, mais à l'échelle provinciale. Nous sommes près de 500 juifs parqués dans la salle philharmonique. Au bout de quelques jours et après vérification, je suis libéré car de nationalité française, ainsi que ma cousine Germaine Yetta, âgée de 2 ans et demi, devenue également française. On l'arrache des bras de sa mère qui ne veut pas la lâcher. Elle est sauvée par une famille chrétienne, la famille Vacherou, à qui elle fait obtenir après la guerre la médaille des Justes, distinction instituée par l'État d'Israël pour ceux qui ont sauvé des Juifs au péril de leur vie. Quant à moi, débarrassé de mon étoile jaune, je vis dans une relative sécurité chez une personne également chrétienne dont mon père avait fait la connaissance, M. Gérald. Je fréquente plus ou moins le collège au gré des événements. En février 1944, je suis arrêté dans la rue, emmené à la commandanture pour vérification. Les Allemands découvrent que je suis juif et me trouvent sur les listes de recensement. Après avoir passé quelques jours à la prison d'Angoulême, je suis transféré au camp d'internement de Poitiers durant 3 mois et de là au camp de Drancy, dernière étape avant ma déportation par le convoi 73 le 15 mai 1944. J'ai 16 ans. Le convoi est composé uniquement d'hommes et d'une trentaine d'adolescents. Encore aujourd'hui, on ignore pourquoi ce convoi n'a pas été dirigé sur Auschwitz-Birkenau, comme presque tous les autres convois, mais dérouté vers les Pays-Bas, la Lituanie et l'Estonie. À la Libération, nous sommes 22 survivants sur un total de 878 hommes. Je pèse 30 kilos environ et suis hospitalisé quelques mois dans un préventorium à Jurançon, près de Pau. Le père et le frère de Simone Veil faisaient partie de ce convoi, ainsi que le directeur de la maison des enfants d'Isieux. Aucun d'eux n'est revenu. Je reste aujourd'hui le seul survivant de ce convoi et me fais un devoir de témoigner au nom de mes frères de malheur. Je vous remercie. Entouré de murs de fer, et
Bravo. Monsieur le sous-préfet, Madame la proviseure qui nous recevait ici ce matin, Monsieur le président du département et le vice-président, Madame la directrice qui est ici chez vous, quasiment. Monsieur le directeur, des fils des anciens combattants que nous rencontrons souvent depuis des années. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants du monde associatif, Mesdames, Messieurs, vos grades et qualités, Monsieur Benguigui, cher Henri Lagardère, cher Stéphane Calvé, Mesdames, Messieurs, chers amis, chers élèves, chers camarades, un grand merci à tous pour votre présence ce jour dans notre lycée. Un cycle pour moi s'achève ce matin, celui d'une certaine mémoire, celui de la nécessité de rendre justice et hommage, celui de se souvenir. Entré au collège du lycée au collège rue de Beaulieu en 1938, j'ai fait toute ma scolarité dans cet établissement et mes enfants feront de même bien plus tard. Vous comprendrez pourquoi mon attachement viscéral à Guy de Balzac qui était qu'un encore que le lycée de garçons. Et pourquoi vous avez devant vous un de ces grands-pères dont M. Benguigui parlait dans son propos. Enfant, j'ai assisté en voisin immédiat à la rafle de la salle philharmonique, cette salle qui avait connu toutes les réunions de propagande nazie, de propagande du RNP et du BPF. J'ai vu mes camarades stigmatisés par cet insigne jaune qui se voulait discriminatoire et qui est devenu un symbole. Plus tard, j'ai participé avec les professeurs Langlois et Gloriot au Conseil national de l'Ordre des médecins à la recherche des activités anti-juives de certains dirigeants pendant la guerre, pendant l'occupation, ces activités qui avaient fait tant de mal à notre institution. Au lycée, nous avons commémoré la résistance. René Chavas, mon ami Jean-Pierre Massignac, avec vous, Madame Augros, qui est, je le répète, ici un peu chez vous, et avec Jean Salé, que je salue avec plaisir de le voir ce matin. Nous avons fait mémoire de la déportation du travail avec M. Barato, professeur dans ce lycée, qui était enrôlé de force au STO et qui emportait les lourdes séquelles physiques qui ont été cause de son décès prématuré quelques ans après. Plusieurs d'entre nous sont venus travailler sur cette période de la guerre avec des élèves des classes patrimoine, de Christine Soubigou, de Stéphane Calvé et de Christophe Brunet. Mais aujourd'hui, nous achevons le cycle, alors que peut-être nous aurions dû commencer par là. Revenons. Rentrée d'octobre 40. Angoulême a vu arriver des réfugiés du nord de la France, de Belgique, de l'Est, et du lycée de Sarreguemines étaient repliés sur le lycée d'Angoulême. La ville de Sarreguemines, elle, était repliée sur Chasseneuil. Et de nouveaux camarades sont venus dans nos classes. Ils étaient partis avec un peu de tristesse d'avoir dû abandonner leur maison, leur ville, mais cela se compensait en partie par la bonne camaraderie qui régnait entre nous sans distinguer les Charentais des Mosellans. Bien sûr, nous entendions les adultes parler, nous entendions des bruits de bottes, mais aussi murmurer. C'est l'époque où on se méfie, où on parle doucement. Les oreilles ennemies vous écoutent, disait la propagande. Mais lorsqu'en juin 1942, le port de ce qui avait été appelé par la suite étoile jaune a été institué, nous les enfants, nous n'avons pas réalisé dans le moment ce que cela pouvait représenter, mais auguré, comme beaucoup d'ailleurs, de ce qui allait être la suite. Juin 1942, je suis en 8e. Dans la classe de M. Escorne, 9e et 8e. Je me souviens de Samuel en 9e, qui avait un grand sourire permanent. Je me souviens de Mangenet, de Boulin, d'Oswald, qui étaient avec moi en 8e, qui étaient devenus des copains comme tout le monde. Un matin, certains arrivent dans notre classe, porteurs pour la première fois de cet insigne d'un genre un peu particulier, et l'un d'entre nous, ignorant comme souvent, nous étions tous gamins, la gravité de cette marque, s'en amuse et pointant son doigt sur l'une d'entre elles, dit à son porteur « Tu es décoré d'une fleur aujourd'hui ». La dernière syllabe était à peine finie de prononcer
il reçoit de notre instituteur, M. Escan, une magistrale calotte. Gifle qui est aussitôt suivi d'excuses de la part de cet homme droit, aussi bien dans son attitude que dans son comportement. Il nous a alors demandé de nous asseoir et nous a expliqué qu'il n'était pas normal que des enfants soient stigmatisés, ainsi quelle que soit leur origine, leur ethnie ou leur religion. Je ne me souviens plus de ses propos exacts, mais c'est depuis ce jour que je sais ce que c'est que la discrimination, ce que sont les discriminations, ce qu'est l'interdiction que l'on a de porter atteinte à quelconque, de quelque façon que ce soit, de porter à un être humain atteinte à une vie humaine. 70 ans après, je le vois encore et je l'entends encore. Merci à lui du fond du cœur. C'est tout à cela que je pense depuis une dizaine d'années. Quand Jean-Claude Violet m'a mis sur le chemin de M. Benguigui, nous avons commencé une longue marche, ponctuée d'étapes. Nous sommes venus dans ce lycée, lui et moi, avec Franck Svensson, parler de cette période. Longue marche qui se termine aujourd'hui avec la position de cette plaque et émotion suprême en ta présence. Parce qu'au lycée, tous les anciens se tutoient en ta présence, Henri. Que Jean-Claude Violet, Gérard Benguigui, Delphine Nobedeau et Stéphane Calvé soient, j'allais dire, mes complices, en soient profondément remerciés. Merci à nos jeunes camarades, grands artisans de cette commémoration. Merci pour votre culte du souvenir. Vous êtes les passeurs de mémoire. Ce rôle est lourd et difficile, mais nous comptons sur vous. Vous en êtes dignes. Désormais, les anciens, quand vous viendrez au lycée, vous aussi les plus jeunes qui êtes les anciens de demain, quand vous viendrez au moins une fois par an lors de votre assemblée générale, vous vous recueillerez, comme selon l'habitude, devant les plaques commémoratives de nos camarades morts à la guerre dans les combats du XXe siècle, mais aussi, réparation est faite et justice est faite, devant le souvenir de nos camarades juifs déportés. En terminant, ayons une pensée pour ceux dont nous n'avons pas retrouvé les noms et qui ne figurent donc pas sur cette plaque. N'oublions jamais. Je vous remercie. Lorsque les nazis et leurs complices de Vichy les ont pourchassés pour ensuite les assassiner à Auschwitz. Scolarisés aujourd'hui dans ce même lycée, nous avons jugé important de rechercher ces adolescents disparus. Il nous semblait indispensable de reconstituer leur parcours pour savoir ce qu'ils étaient devenus. En somme, une lutte contre l'oubli qui nous était chère. Même si nous n'avons pas la totalité des noms, nous espérons que cette plaque commémorative permettra de rendre hommage à ces jeunes victimes de la barbarie nazie. Nous tenions également à remercier nos professeurs encadrants, M. Brunet et M. Calvé, pour leur aide précieuse pendant cette...